À gauche comme à droite, le populisme est en pleine montée en Occident. On songe ici, par exemple, à l'extrême gauche Syriza en Grèce, à l'extrême droite du Front National en France, bien sûr qu'on connaît bien, à Donald Trump même aux États-Unis, d'une certaine façon Bernie Sanders également. Et à l'extérieur de l'Occident, on peut également penser à Rodrigo Duterte aux Philippines ou encore au chaviste Nicolás Maduro au Venezuela, qui a succédé, bien sûr, au très connu Hugo Chavez. Pourquoi cette poussée de fièvre populiste a-t-elle partout le même profil, les mêmes causes? C'est des questions que je pose aujourd'hui à deux professeurs de sciences politiques à l'Université de Montréal, affiliés au Cérium, Éric Monpetit et Dominique Carouette. Bonjour, messieurs. Bonjour. Éric Monpetit, je commence avec vous. On a un peu l'impression que le populisme peut être un mot bateau, souvent à connotation très péjorative qu'on lance à ses adversaires. Mais plus exactement, qu'est-ce que c'est que le populisme? Oui. Vous avez raison, il ne faut pas abuser du terme. C'est assez facile d'accoler l'étiquette populiste à tout plein de monde. À mon avis, il faut s'en tenir quand même à une définition assez stricte. Puis pour moi, il y a deux éléments importants. D'abord, le discours populiste est un discours au nom d'un peuple abstrait, unifié, que le leader populiste a tendance à présenter comme étant le peuple authentique. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'on oppose à ce peuple-là une menace externe. Et la menace externe, on le voit bien ces jours-ci, l'immigration en fait souvent partie. Oui. Mais ce qui est vraiment une caractéristique commune de tous les populistes, c'est qu'ils s'opposent à une élite qui servirait ses intérêts avant de servir les intérêts du peuple authentique. Mm-hmm. Donc, pour moi, elle est là, la définition. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de peuple authentique qui est unifié. C'est certainement pas une société pluraliste, c'est le contraire de ça, c'est très homogène. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on a une idée, c'est intuitif. Et ce peuple authentique serait très, très mal servi par une élite dirigeante qui veillerait davantage à ses intérêts qu'aux intérêts du peuple. Donc, c'est un peu nous contre eux. Il y a un peu cette espèce d'opposition-là. Et je disais d'entrée de jeu, à gauche comme à droite, on a des cas d'extrême gauche, d'extrême droite, droite-gauche, je ne sais pas s'il y en a au centre, mais on sent par ailleurs qu'il peut y avoir une certaine confusion aussi dans les classifications classiques gauche-droite. Donald Trump, par exemple, ne suit pas l'orthodoxie néolibérale des républicains, donc il n'est pas parfaitement à droite. Il y a comme un mélange. Est-ce qu'on peut parler encore d'extrême gauche, d'extrême droite, ou le populisme est au-delà de ça? Le populisme, une image qu'on peut utiliser, c'est l'idée du fer à cheval. C'est-à-dire que le populisme se situe dans les extrêmes, mais il se rapproche jusqu'à un certain point au bout du fer à cheval. L'extrême droite, l'extrême gauche se rapprochent. Je suis d'accord avec ce qu'Éric disait au niveau de qu'est-ce qui définit le populisme, ses caractéristiques. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de voir que de plus en plus, on va émerger de nouvelles formes de populisme. Okay. Et les caractéristiques sont les suivantes. Un, c'est un désabus face aux partis politiques traditionnels. Donc, on le voit avec Trump, on l'a vu avec Duterte, on l'a vu avec Jokowi en Indonésie. En Indonésie. Le président indonésien. On l'a vu aussi, un désabus face aux élites, aux grandes familles oligarchiques qui ont contrôlé le pouvoir pendant des années face les autres, c'est les riches. Le troisième, c'est l'idée de lutte anticorruption. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, c'est un thème récurrent. Et dans les pays sur lesquels je travaille en Asie, que ce soit aux Philippines, en Indonésie ou même en Thaïlande, on insiste beaucoup sur l'idée de la lutte anticorruption. Donc, c'est la menace externe, mais parfois, c'est l'interne. Il faut nettoyer le système de ces éléments corrompus et ça prend une main forte pour le faire. Oui. Mais tu dis, l'élite, le leader populiste va la considérer comme faisant partie de l'externe. Elle ne fait pas partie du peuple authentique. Donc, c'est un discours qui est très exclusif. On exclut une partie de la population d'un pays en la considérant comme ne faisant pas partie de ce peuple authentique. Hillary Clinton, présentement aux États-Unis, Trump ne considère pas qu'elle fait partie du peuple authentique. Elle fait partie de cette élite corrompue. Tu as tout à fait raison de souligner la corruption. C'est une caractéristique fondamentale de lutte populiste, mais... Oui, mais c'est ça, mais l'idée du populisme, c'est de dire il y a un peuple, il y a un ethos qui est nous, un commun, et les autres ne font pas vraiment partie de nous. Moi, le dirigeant populiste va dire je parle en votre nom, je vous représente. Et ce qui Donald Trump dit I am your voice, je suis votre voix. Voilà, c'est ça. Oui. Et ce qui est particulier, et c'est intéressant d'être avec Éric, c'est que, à mon avis, il y a une nouvelle forme. Les populistes, il y a eu trois types de caractéristiques. Le populisme agraire, qui était plus au début du 20e siècle, le populisme national, un peu à la
Marie Le Pen et compagnie, un populisme culturel. Et moi, je proposerais qu'il y ait un nouveau type qui est le populisme high-tech, high-tech, le résultat des produits des médias sociaux. Le populisme high-tech, c'est pas moi qui ai inventé l'expression. C'est utilisé en Inde, ça a été utilisé pour décrire le régime de Narendra Modi. Au pouvoir en ce moment. Ça a été utilisé aussi pour décrire la montée du président Joko Widodo, qui est Jokowi, en Indonésie, qui utilise beaucoup les médias sociaux. Et je pense que, et certains ont parlé aussi de la défaite du référendum en Colombie, où l'ex-président... Sur les FARC, là, la paix avec les FARC. Sur l'appel de paix, les négociations de paix, le traité de paix, qui a été défait par référendum. En grande partie, beaucoup disent que c'est la campagne populiste de Uribe, qui est un ancien président, qui, lui, a dit qu'il était contre, mais qui s'est servi beaucoup des médias et l'idée des phrases clés. Et donc, on le voit beaucoup où on parle au nom de tous et on arrive avec des formules fracassantes et qui réduisent et choquent. Mais ça, c'est une condition c'est une possibilité de diffusion, mais ça prend un terreau fertile pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun, on pourrait dire, ou qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces populismes? Quelles sont les conditions d'émergence d'un leader populiste comme ceux qu'on nomme depuis le début? Là. La désillusion par rapport à la politique, par rapport au monde politique tel qu'on le connaît depuis l'avènement de la démocratie dans nos sociétés occidentales, du moins. Il y a une désillusion qui est très, très forte, et c'est là-dessus que se bâtit le discours populiste. Puis cette désillusion-là, d'où elle vient? Oui. Bien, elle vient en bonne partie de l'image que, je pense, nos médias projettent de la politique. C'est-à-dire qu'on parle énormément de corruption, mais pas seulement de corruption, la façon dont on couvre la politique, on la présente souvent comme étant, comme polarisant des acteurs qui se présentent les uns et les autres comme étant malhonnêtes, comme étant dangereux à la limite. Donc, bref, la façon dont les articles, dont les reportages sont souvent construits par des médias traditionnels n'a rien d'encourageant, n'a rien pour encourager la confiance envers le système politique. Et donc, les leaders populistes empilent là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que l'émergence des populismes, on le voit, je suggère une corrélation entre la crise économique de 2008 et la désindustrialisation aux États-Unis, et également en Europe, où on a une classe ouvrière blanche qui a déjà été au centre du pouvoir, l'électorat central, et qui, là, avec l'immigration aussi, perd un peu de terrain, perd de son pouvoir économique. Et là, la crise économique de 2008 est venue donner un peu donner un coup de dur encore à cette classe-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension économique, socio-économique des choses? Je pense que oui, dans une certaine mesure, effectivement, les gens qui ont été les victimes de la transformation industrielle ou de la délocalisation sont susceptibles d'appuyer les leaders populistes. Mais les leaders populistes vont bien au-delà de ça. Puis c'est pas non plus seulement, ça peut pas non plus être amené seulement une question de désœuvrement puis de statut économique. Parce que quand on regarde qui aux États-Unis, par exemple, est le plus pauvre, sont dans les plus grandes difficultés, c'est les Noirs, les Hispaniques, qui n'appuient absolument pas Donald Trump. C'est bien plus eux, c'est bien plus les immigrants qui ont des difficultés économiques que les Blancs qui, traditionnellement, peut-être travaillaient dans l'industrie, qui aujourd'hui, souvent, travaillent encore, mais peut-être à un salaire moindre. Et aussi, il faut savoir que les populistes, le discours populiste rejoint une partie de la population qui n'a pas de si grandes difficultés économiques que ça, c'est-à-dire qui ne se retrouve pas nécessairement au bas de la... Non, objectivement non, mais qui est sur un déclin quand même et qui a déjà été au centre de l'électorat ou qui a déjà été au centre du pouvoir d'une certaine façon. Donc, effectivement, il y a des classes qui ont toujours été déshéritées et donc qui sont habituées ou qui ont développé des habitudes électorales avec ça, alors que l'électorat blanc, ouvrier, dont Donald Trump fait son pain, son beurre, enfin, c'est là que se trouve surtout son électorat, sont sur le déclin. C'est un sentiment de dépossession. Là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça aussi, l'idée du déclin? Donc, le vrai peuple, soudainement, on arrive à sa rescousse et on apparaît comme son sauveur. Oui. Mais en Occident, oui. Dans plusieurs des pays en émergence, disons, ce qui est intéressant aussi, et c'est plus particulier peut-être, c'est aussi ce que je dirais le facteur chinois. C'est-à-dire que maintenant,
les pays avec des dirigeants plus populistes ou plus autoritaires, souvent se sont rapprochés ou ont eu accès à du financement de la Chine. On le voit on l'a vu au Sri Lanka, avec Rajapaksa qui s'est rapproché des Chinois. On le voit aussi avec Duterte. Oui. Et donc, il y a la possibilité maintenant de dire on peut briser certaines normes démocratiques ou on peut avoir un discours plus autoritaire parce qu'on sait qu'on peut aussi acquérir une certaine forme de légitimité. Donc, moi, je pense que les néo-populistes ou les populistes high-tech dépendent, des médias sociaux. Ça a modifié la donne, après moi, la vitesse à laquelle l'information circule. Ça a influencé aussi les médias traditionnels. Et deux, dans un contexte global, il y a des facteurs internationaux comme la montée de la Chine en Asie qui fait que certains régimes se permettent des déclarations fracassantes et de remettre en question des alliances traditionnelles comme on a vu avec Duterte en Asie, mais comme on a vu aussi avec le Sri Lanka. Vous avez parlé d'un caractère autoritaire. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie? Est-ce qu'on peut dire que l'élan ou la tentation autoritaire fait partie du populisme? À mon avis, elle est sous-jacente. Est-ce qu'elle est toujours là? Il faudrait voir ce qu'Éric en dit. Là. Mais à mon avis, du fait qu'il y a autant d'importance qui est mise sur la capacité du peuple ou du dirigeant de parler au nom du peuple, d'agir rapidement aussi, l'idée d'avoir une main de fer ou d'être capable de faire rapidement, régler les problèmes rapidement, se battre contre un système corrompu, fait qu'on a souvent moins de temps pour les procédures et les débats démocratiques ou les délibérations. Donc, elle est toujours là. Je pense que c'est ça quand on dit que le fer de cheval, qu'elle soit à droite ou à gauche, elle reste toujours présente. On l'a vu dans certains populistes de gauche en Amérique latine, mais on le voit aussi dans des populistes qui sont syncrétiques jusqu'à un certain point, parce qu'on peut nécessairement de gauche ou de droite, et ça, c'est un autre des variantes actuelles. C'est difficile d'utiliser un échiquier traditionnel. Je pense qu'il y a des formes de syncrétisme qui émergent. Oui. Le caractère autoritaire, on le voit bien aussi chez Donald Trump. Oui, il y a cette tentation-là. Donald Trump, le leader populiste va très difficilement accepter la constitution démocratique, une constitution, l'ordre libéral, en quelque sorte. Et donc, Donald Trump, par exemple, promet d'intervenir sur la Cour suprême. Il n'accepte pas que certaines personnes qui sont nommées là en fonction d'une procédure tout à fait démocratique et légale, c'est l'état de droit, n'accepte pas ces nominations et promet d'intervenir. Il va mettre Hillary Clinton en prison. Donc, il promet de bafouer en quelque sorte l'ordre libéral, l'ordre démocratique. Et c'est évidemment donc éminemment autoritaire comme comportement. C'est vrai des populistes en Europe aussi, c'est un peu la même chose. On accepte très, très peu l'ordre libéral, représenté notamment ces jours-ci par l'Union européenne. Donc, il y a une contestation des leaders populistes de l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'on conteste essentiellement? C'est l'état de droit incarné à travers l'Union européenne. Les protections contre, par exemple, justement des leaders qui prétendraient représenter tout le peuple et donc auraient toute la légitimité d'agir sans aucun, on dit en anglais, le check. Oui, checks and balances. Voilà. Oui. Évidemment, on aurait pu, là, c'est malheureusement terminé, on aurait pu discuter aussi, pour une prochaine fois, de la relative absence de ces mouvements forts-là au Québec, au Canada, dont on n'a pas trouvé d'exemple pendant cette entrevue très, très probant. Mais c'est un phénomène qui est en montée, donc qu'on va suivre et dont on aura probablement l'occasion de reparler. Dominique Cahouette, Éric Montpetit, qui vient de publier, je le signale, In Defense of Pluralism, Policy Disagreement and its Media Coverage, donc aux éditions Cambridge. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci.